Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter François. Pendant la crise sanitaire, beaucoup de médecins et de scientifiques ont tenté d'alerter sur les incohérences présentes dans le discours officiel du gouvernement et des autorités sanitaires. Nous recevons aujourd'hui un grand nom qui fait partie de ces scientifiques aujourd'hui et qui publie notamment le livre Les apprentis sorciers aux éditions Albin Michel. C'est Alexandra Orion-Code. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, il faut rappeler que vous avez été vivement critiqué dès 2020, peu après le premier confinement à l'époque, pour avoir contredit le narratif officiel qui prétendait que le virus était d'origine naturelle. Vous, tout de suite, à l'époque, vous aviez dit que la main de l'homme pouvait être intervenue sur ce sujet. Vous avez dit que dès que le Lancet, de toute manière, avait donné le ton en mars 2020, c'était terminé. Les scientifiques ne pouvaient pas parler librement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces vérités de l'époque qui éclatent et le narratif est en train de changer. Qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance médiatique, politique autour du Covid euh, dans le paysage aujourd'hui? C'est vrai que c'est difficile de s'expliquer qu'il faille 3 ans pour finalement enfoncer ce qui était une porte ouverte pour les scientifiques qui étaient généticiens à l'époque et qui étaient virologues. Pourquoi je distingue les deux? Parce qu'en fait, les deux ont regardé le même objet, à savoir ce virus SARS-CoV-2, avec chacun leur expertise et ont apporté du coup une analyse distincte. On se souvient de celle de Luc Montagnier sur ces petits éléments qui faisaient penser donc au VIH dans SARS-CoV-2 et nous en tant que généticiens, en fait, nous ce qu'on voyait c'était ce qu'on appelle un gain de fonction qui se justifie donc en fait, enfin qui est justifié et moi je ne comprends pas comment ça peut être justifié dans toutes ces expériences sur les virus pour pouvoir faire des virus qui peuvent infecter l'homme. Donc on a regardé ce même objet, on a porté la même analyse, à savoir qu'il y avait forcément une, une intelligence humaine derrière, et donc on est arrivé à la même conclusion, mais en analysant des choses distinctes. Pourquoi faut-il attendre 3 ans pour que cela soit partagé? Eh bien, simplement parce qu'entre-temps, il y a une menace qui a été portée par d'autres collègues, qui étaient pourtant des collègues qui étaient loin d'être blancs comme neige, ceux qui se sont exprimés dans le Lancet. Je me souviens de cet article du Daily Mail qui montrait que 26 des 27 auteurs de cet article étaient liés au laboratoire de Wuhan. Donc effectivement, Vous avez des conflits d'intérêts, donc. ils avaient des conflits d'intérêts. Ça m'amène très naturellement à dire que et si je me suis exprimée pendant 3 ans, c'est bien parce que c'est parce que je n'ai aucun conflit d'intérêts, de près, de loin, à aucun niveau. Et cela me rend évidemment beaucoup plus libre que beaucoup de mes collègues, et notamment aussi vis-à-vis de l'INSERM, qui ne peut pas se permettre d'avoir le moindre avis sur ma personne ou sur ce que je dis ou pas, puisque par le hasard des choses, par le hasard de la vie, j'ai fait une demande de retraite anticipée en août 2019 et donc dès lors, rendant caduque toute possibilité de l'INSERM de s'exprimer sur moi. Et c'est Contrairement à ce qu'on peut lire ici et là. Et justement, pour avoir donné la parole à beaucoup de scientifiques ces dernières années, on a l'impression, à François, qu'il y a en fonction des conflits d'intérêts, il y a un double discours finalement. C'est Il y a ça. le discours de ceux qui ont les scientifiques et les médecins qui ont un conflit d'intérêts. On en a beaucoup vu d'ailleurs sur Ouais. ce qu'on appelait les médecins de plateau, sur les plateaux télé. Vous dites, c'est ça, là, vous confirmez, vous Voilà, ressentez aussi qu'il y avait ceux qui s'opposaient finalement, qui tentaient c'est d'alerter, qui ça. n'avaient pas de conflit d'intérêts. Oui, Est-ce que vous et pouvez... ceux qui finalement avaient un retentissement important et qui étaient liés par différentes façons. Alors, soit à l'industrie pharmaceutique, soit par exemple dans le cas des 26 sur 27 au laboratoire de Wuhan. Et je suis assez heureuse parce qu'effectivement, avec ce livre des apprentis sorciers, à nouveau, je peux prétendre à n'avoir aucun conflit d'intérêt. Pourquoi? Parce que tous
les frais, tous les droits d'auteur que je percevrai, je les reverse, enfin je vais le reverser parce que pour l'instant j'ai rien touché, je vais les reverser pour les victimes de ce système. Pour moi, on les appelle les suspendus, moi je préfère les appeler les essentiels. En tout cas, toujours est-il que ces personnes-là ont été condamnées par le président de la République avec sa soi-disant liberté de se vacciner. Et en fait, on s'est aperçu dans les faits que ces gens-là n'avaient pas la liberté, en tout cas, de dire s'ils étaient ou ils n'étaient pas vaccinés. On les obligeait à lever le secret médical au niveau de personnes de l'administration, ce qui est tout à fait scandaleux. Et donc, je suis très heureuse, très fière vraiment de reverser tous mes droits d'auteur à ces essentiels. Et il devrait y avoir beaucoup de ces droits d'auteur, parce que vous êtes déjà à 100 000 exemplaires vendus. C'est énorme pour un livre en général aujourd'hui. Voilà, j'ai la naïveté du débutant qui fait que je ne sais pas exactement ce qui est énorme, pas énorme. J'ai des petites satisfactions, en tout cas intellectuelles, c'est que je crois que ce livre a détrôné celui du prince Harry qui était sorti depuis le début de l'année. Et ça me semble important parce qu'en fait, ce que je dis dans ce livre, c'est des choses belles, c'est partager des connaissances scientifiques. D'ailleurs, je ne me suis pas du tout fait critiquer là-dessus jusqu'à présent. Je partage mes connaissances sur l'ADN et sur l'ARN, plus spécifiquement, et sur l'ARN messager. Parce qu'effectivement, dès lors qu'on nous a proposé une solution à base d'ARN messager, le moins qu'on puisse faire, c'est d'expliquer aux gens comment toutes ces molécules génétiques s'organisent les unes avec les autres et qu'est-ce que cela veut dire derrière, qu'est-ce qu'on sait. Donc il y a quelque chose de... Parce que là, vous dites, pardon de vous couper, que ils ne communiquaient même pas là-dessus. Vous dites les chefs d'État sont bien conscients du fait que les populations se sont laissées vacciner sans être eux-mêmes totalement persuadés que le vaccin était la solution contre le Covid. Oui. L'ARN messager étant donc grandement une des parties de la question sur la vaccination. Je crois que je ne défleure rien à dire que c'est une extrême minorité qui s'est vaccinée volontairement. Le reste de l'écrasante majorité s'est vaccinée parce que s'est fait injecter, parce que ils se sentaient obligés pour leur métier, pour leur confort de vie X ou Y. Et d'ailleurs, la preuve, c'est essentiel, qui ont refusé, eux, ce chantage et qui, du coup, ont été sévèrement punis. Alors, pour nous qui ne sommes pas médecins aujourd'hui... Sévèrement punis, c'est 551 jours sans travailler, sans voir vos patients, sans avoir le corps du métier que vous avez, sans toucher de le moindre salaire, ni le moindre chômage. C'est d'une dureté. C'est et sans intolérable. avoir le droit d'aller travailler ailleurs. Sans avoir le droit d'aller travailler ailleurs, oui. Voilà, donc... C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Oui, en fait, c'est pour vous, c'est une une telle injustice, violence. C'est au-delà de l'injustice, c'est intolérable. Et si jamais nos concitoyens ne sont pas capables de voir ce qu'il y a d'intolérable, il y a un vrai malaise, un vrai problème. La Haute Autorité de Santé a annoncé, pardon de vous couper, il y a un mois qu'ils pensent et ils vont suggérer au gouvernement de lever cette obligation. Qu'est-ce que vous n'avez pas l'air... Chat échaudé craint l'eau froide. Je dois avouer qu'au bout d'un moment, et puis comme je vous dis, après 500, plus de 550 jours, comment voulez-vous vous réjouir il y a un moment où je ne sais même plus ce qu'il faut, en tout cas, il faut les accompagner, il faut être là et montrer que dans notre société, il y a une solidarité et que quand il y a quelque chose d'intolérable qui est mis en œuvre, eh bien, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent en disant ça, nous ne pouvons pas l'accepter dans notre société. Ça fait 18 mois depuis le 15 mars qu'ils sont suspendus. Donc dans ce livre, vous revenez beaucoup sur l'ARN et l'ARN messager, comme vous en avez parlé. L'ARN, vous dites qu'à la base, c'est une prouesse.
technologique. Est-ce que vous pouvez... Alors, qu'est-ce je que la reviens population doit surtout sur savoir? la grande famille de l'ARN. C'est une famille très, très nombreuse Mhm. et à un moment, j'énumère un certain nombre de membres de cette famille, dont fait partie, enfin, l'ARN messager, c'est un des constituants Mhm. de cette famille d'ARN. Et donc, dans cette famille nombreuse, ben forcément, tout cela, ça interagit les uns avec les autres, ça circule un peu partout. Et donc, quand on disait on les connaît, je dis, ça fait partie des mensonges que je dénonce en disant il était interdit de dire qu'on le connaissait. Parce qu'effectivement, on ne peut pas connaître, à partir du moment où on vous injecte un ARN messager, on ne peut pas savoir ce que cela va faire dans vos cellules, les interactions, etc. On sait ce pourquoi on l'injecte et ce qu'on attend de lui. Donc, c'est un exercice de style extrêmement contrôlé, mais dans la vraie vie, il se passe des choses très différentes. Et avec tout ce qui est génétique, c'est pas pareil. À chaque fois, c'est toujours différent. Donc, vous avez probablement souvenir, enfin, vous êtes presque trop jeune. Il y avait chaque année, on nous faisait le Téléthon avec les thérapies géniques. On allait Mhm. soigner toutes les maladies génétiques, etc., etc. Comme vous le savez peut-être, on peine à distinguer des thérapies géniques avec succès. Pourquoi? Parce qu'il y a des techniques, et dès lors qu'elles touchent à notre patrimoine génétique, qui sont finalement beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre que simplement la théorie ultra simplificatrice d'une approche industrielle. Aujourd'hui, l'Express vous a beaucoup critiqué. Je sais que ça vous a beaucoup affecté. Qu'est-ce que vous aimeriez répondre Ouh là! Non, 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 à il l'heure actuelle? faut peut-être remettre les choses en perspective. Il y a eu des réactions dans la presse, Mhm. positives et négatives. Et en ce sens-là, je dois avouer que je suis plutôt contente de voir qu'il y a des réactions, et qu'ils ne sont pas que négatives. Voilà, Mhm. je pouvais envisager après 3 ans de m'être pris tellement de coups, que ma parole serait immédiatement discréditée. Mhm. Là, il s'est passé quelque chose de très différent. Il y a eu un article de Valeurs Actuelles, donc avec un vrai interview. Il y a eu un article dans Le Figaro. La plupart ne m'interviewent pas. Il y a eu un article dans 20 minutes qui m'a interviewée. Donc, il y a eu un article dans l'Express qui, bon là, le problème, c'est que j'aurais probablement pas dû répondre, j'étais extrêmement malade, Mhm. et j'ai eu ce tort de vouloir honorer tous mes engagements médiatiques. Donc, vous dire que l'Express m'a atteint alors qu'il... j'ai envie de dire, vous pouvez commencer l'article dès le titre, on voit qu'il est dans une malhonnêteté intellectuelle incroyable. Et la première phrase, je crois, de l'article, c'est «Lever dans un canapé». Alors, en guise de lever, je peux vous dire que j'étais malade comme un chien, j'avais 42 fièvres et effectivement, j'avais voulu prendre aucun risque. Donc c'est pour cela que j'avais dit: «Vaut mieux Mhm. faire, à distance». Donc voilà, donc en fait, à partir du moment où vous utilisez dans l'Express des mots comme ceux-là, Mhm. je crois que, et que vous n'êtes qu'un article à charge, c'est ça Mhm. qui est intéressant parce que comme je vous ai dit, je partage des informations sur l'ADN, sur Bien sûr. l'ARN, sur cette grande famille, sur, le développement des différentes molécules, des différents médicaments ARN, de différents vaccins ARN messagers. Mhm. Donc en fait, on ne peut pas faire un article que à charge. Si on fait un article que à charge, ça montre bien qu'on est de mauvaise foi. Donc vous dire que je suis affectée par, des gens qui sont que dans la mauvaise foi, non. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez justement que les gens comprennent aujourd'hui, notamment ceux qui ne se sont jamais fait vacciner sur l'ARN, hormis le fait qu'on n'avait pas assez de recul? Qu'est-ce que les gens doivent comprendre scientifiquement sur l'ARN messager? Le fait qu'effectivement, à partir du moment où vous touchez à notre patrimoine génétique, vous touchez au lien qu'il y a non seulement dans toutes vos cellules, mais aussi, entre les êtres vivants, donc dans un espèce d'interaction globale. C'est pour ça que d'ailleurs, à plusieurs reprises, je vais dans des
l'impact d'ARN l'ARN de plantes sur, sur des virus et sur la réplication de virus. Donc vous voyez pour bien montrer que tout cet ARN, finalement, c'est une grande galaxie, de communication. Comme dans toute grande galaxie de communication, si vous imposez une parole, vous modifiez, l'équilibre existant et vous pouvez le modifier soit ponctuellement, ce qu'on pensait être le cas, en tout cas si on entendait, les phrases et les poncifs qui nous étaient dits sur ces vaccins ARN messagers, qu'ils devaient rester dans le muscle, qu'ils n'allaient pas bouger, que l'ARN messager serait immédiatement dégradé, etc., etc. Tous ces trucs, qu'on n'entend plus trop. Vous avez remarqué peut-être. Bon, On a bien remarqué ici. oui, voilà. Donc voilà, en fait, on les entend plus tôt parce qu'effectivement, c'est archi faux, mais on le savait depuis le début. Donc ça, c'est la chose qui est importante de comprendre. Et le deuxième aspect, c'est aussi finalement la toxicité de ces molécules. Une toxicité qui n'est pas étudiée. Et je reviens, je me suis ouverte dans un courrier à l'Agence du médicament européen qui nous a répondu sur le fait que nous étions inquiets qu'il n'y ait pas eu d'études qui étudiaient la toxicité sur notre génome ou la toxicité à faire un éventuel à développer d'éventuels cancers. Ça semble quand même quelque chose juste un b.a.-ba dès lors que vous êtes sur un produit génique et d'essayer de suivre cela. Ça n'a pas été suivi et donc on en est là. Enfin, on en est peut-être même un peu plus. Donc on a on a des petites molécules qui sont toxiques, hein, j'en parle, notamment des nanoparticules lipidiques, donc en fait ce qui enveloppe l'ARN messager. Je parle du fait que l'information génétique elle-même est codée avec un code génétique totalement artificiel et on le rappelle quand même encore une fois, sur une protéine qui elle-même est totalement artificielle puisqu'elle elle dérive d'un SARS-CoV-2 qui, on a du mal à penser qu'il émane directement d'un animal. Voilà. Donc, injecter des molécules totalement artificielles sans savoir à quel moment elles sont nettoyées, où est-ce qu'elles vont, maintenant on sait où est-ce qu'elles vont, elles circulent dans tous nos organes, dans les différents organes qu'on a pu étudier, et je reviens aussi là-dessus, à savoir aussi bien le cerveau que des organes reproducteurs, hein, nos testicules, nos ovaires. Ça pose quand même beaucoup de questions et donc c'est ces questions que j'espère que les apprentis sorciers posent parce qu'on est en train de nous expliquer qu'on va continuer à faire des injections d'ARN messager, que ce soit pour le Covid, là actuellement on continue d'injecter par exemple des bébés, ou que ce soit sur d'autres pistes, à savoir la bronchiolite, le diabète, le cancer, enfin voilà. Donc vraiment, ce qu'on voit dans mon livre, c'est que cela fait des années qu'ils essayent de développer cela et que c'est un échec. Ça a été un échec. Et donc, quand la crise Covid arrive, on sait à l'avance que, en tout cas, toutes les tentatives n'ont jamais été plus loin qu'une phase 2 d'essai clinique. Il n'y avait jamais eu d'ailleurs de vaccin ARN messager Voilà. auparavant. Contrairement à ce qu'on vous dit aussi en disant on maîtrisait ça depuis longtemps, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils sortent cela, en tout cas. Mais pourquoi tous vos confrères ne s'étaient pas levés alors? Parce qu'ils ne savaient pas. En fait, alors on n'est pas si nombreux que cela à travailler sur l'ARN. Et du coup, je crois que vraiment, de leur part, il y avait une... je vais dire que c'est probablement de la bonne foi, c'est celle de l'incompétence qui était de ne pas savoir. Oui, et il faut mieux ne pas parler lorsqu'on ne connaît pas. Nous, il y a beaucoup de gens sur le terrain qui nous disaient, on a rencontré pour avoir rencontré beaucoup de scientifiques ces dernières années, dès qu'ils ne se sont jamais exprimés dans les médias, certains félicitaient votre travail. Oui, ça c'est agréable. Mais ils ne voulaient pas l'exprimer. Alors, ce n'était pas forcément des généticiens, on parlait de savoir. Oui. Là, ce n'était pas forcément comme vous des généticiens, mais pour
comment dire, pour le coup, c'est quand même problématique que les médecins ne se sentent pas libres de parler, de soutenir un confrère. Mmh. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bah, on l'a vu d'ailleurs, il y a eu un très joli article, qui montre que ce livre, accompagne le fait de libérer la parole, notamment sur les effets indésirables de ces injections ARN messager, sur lesquels il va falloir faire quelque chose plutôt que de dire: «Non, non, il y en a aucun, circulez, il y a rien à voir, il y a pas de cancer et tout va bien», d'accord? Mais enfin bon, une fois qu'on a dit ça, personne n'est dupe parce que tout le monde a vu autour de soi des cancers flamber dans des populations jeunes comme ils n'avaient jamais vu. Donc non, je crois que vraiment il faut accompagner cette parole libérée pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Donc comment je vois cela? Bien, je sais très bien que mes collègues avaient peur parce que de toute façon, sachez qu'un grand nombre me contactaient, de collègues de l'INSERM, ne ne déplaise à l'INSERM, de collègues du CNRS. Vous Heu, étiez directrice de recherche alors j'étais, à l'INSERM, à l'INSERM, oui. directrice de recherche à l'INSERM, m'ont contactée, effectivement en disant, «Bah oui, on bien sûr», enfin je veux dire, après je n'avais pas grand mérite, j'enfonçais des portes ouvertes de ce que nous connaissions, hein, donc et j'ai même si ça paraissait complètement révolutionnaire parce que, c'était tellement aux antipodes de ce qu'on entendait par ailleurs, Mmh. je vais diminuer, mon mérite, parce que en fait, la les publications étaient là et d'ailleurs je les cite toutes, les connaissances étaient là. Voilà, donc le fait qu'ils aient pas envie que leur nom sorte, c'est aujourd'hui que ça me semble plus problématique parce que, vous voyez, en Allemagne, là, en ce moment, le ministre de la Santé a une parole complètement opposée à notre ministre de la Santé, c'est-à-dire qu'en fait, il est, très préoccupé par ces effets indésirables des vaccins, il se sent désolé, il dit il sent tout le malheur, il cherche des solutions pour savoir qui va les prendre en charge, Mmh. en disant: «Bah, finalement, qui va payer maintenant?» Parallèlement, il y a une conférence de presse de collègues, scientifiques et médecins le 15 mars, Mmh. où en fait il parle de crimes contre l'humanité. C'est un article qui est sorti dans Report 24. Bon, il faut s'assurer que Report 24 n'a rien est dans le mainstream, je crois qu'il l'est. Donc on voit un tout autre narratif qui est en train de se passer, chez nos voisins en Allemagne, où on admet qu'on a fait une grosse bêtise. On parle, c'est quand même assez violent quand vous parlez de crimes contre Mmh l'humanité. mh. Et parallèlement, en France, on s'amuse à prendre exprès, un article peut-être ou 1 ou 2 articles de mon livre, qu'on monte en épingle et on en fait, tout un foin. Alors que, le livre vous avez vu, il est quand même extrêmement nourri de beaucoup, beaucoup d'informations et ces informations, elles sont issues des laboratoires de Mmh. Moderna, de Pfizer, de l'OMS, et donc il y a un moment, il faut, et de publications scientifiques et donc je pense qu'il faut arrêter de faire l'autruche. Je ne crois pas que ce soit une chose intelligente, surtout dans l'état de crise médicale, à laquelle nous faisons face et je dis une crise médicale non seulement pour le système de la santé, dans l'état dans lequel il est, mais surtout de crise médicale car beaucoup se sont fait injecter et que, ils en voient, les effets indésirables. D'ailleurs, on parlait beaucoup, vous dites quelque chose, alors c'était pas dans ce livre, c'était dans un autre entretien que vous avez eu, dernièrement. Vous avez dit quelque chose d'intéressant parce qu'on nous a beaucoup parlé depuis 3 ans de consensus scientifique. Vous dites qu'il n'y a pas de consensus scientifique en réalité. Dès que vous sortez un papier, c'est normal de le donner aux compétiteurs, je crois, C'est ça. et que, derrière, ces compétiteurs soient très durs avec le scientifique, qui a émis le papier. C'est ça. Donc en fait, Est-ce que ça a un rapport avec le consensus scientifique ou je me trompe? c'est un petit peu différent. Disons D'accord. que, le consensus scientifique, c'est ce qu'on a voulu nous faire croire comme étant, l'état, de connaissances scientifiques et nous n'avions pas le droit de questionner. Mmh. Dans cet état de connaissance, nous avions, par exemple, l'origine du virus qui était obligatoirement pangolin ou chauve-souris. Obligatoirement, c'était le consensus scientifique.
Voilà. Et en fait, ce que j'ai assez rapidement dit, c'est que, en guise de consensus scientifique, si jamais la science reste dans un consensus, alors elle ne découvre jamais rien et elle reste dans un obscurantisme parce que tout progrès, toute découverte se fait en rupture par rapport à des connaissances préexistantes. Je ne sais pas si c'est clair? Si, si. Voilà. Donc, de fait, si vous voulez rester dans le consensus scientifique, vous restez dans un obscurantisme. Voilà. C'est aussi simple que cela. Et d'ailleurs, la preuve, cette origine du virus, par exemple, mais enfin, il y en aurait bien d'autres. Je ne dis pas que nous avons la preuve de Mhm. l'origine du virus. Et d'ailleurs, très tôt, je me suis Sûr. exprimée avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle en disant, je pense que nous n'aurons jamais cette preuve-là parce qu'elle est dans des cahiers de laboratoire qui, à mon avis, ont disparu depuis longtemps. Donc je suis consciente de ce que nous pouvons voilà, avoir comme preuve absolue et comme faisceau d'arguments, d'évidence, de compréhension à un temps donné. Voilà. Donc voilà pour le consensus. Après, sur les histoires de nos articles, c'est Mhm. qu'effectivement, tout le temps, le fait d'avoir refusé de débattre Mhm. avec, que ce soit Luc Montagnier, que ce soit moi, sur, par exemple, cette origine du virus, c'est très embêtant parce que en science, on ne fonctionne que comme cela. On ne fonctionne que dans une interaction qui n'est pas en accord. Et cela nous permet, loin de nous castrer, au contraire, nous permet d'affiner notre pensée, d'affiner nos arguments Mhm. et donc de délivrer une pensée plus exacte. C'est ce qu'on fait quand on publie un article. On rassemble des éléments, des résultats, et puis on l'envoie à donc un journal scientifique, pas François, même si c'est très scientifique, mais bon, voilà. Un journal spécialisé, un Un journal journal scientifique. Oui. spécialisé, Ça n'est scientifique. pas un journal comme nous, Voilà, généraliste ce n'est d'information. pas Oui. voilà et ces journaux scientifiques envoient à en général, des gens qui sont experts de votre domaine et Mhm. les experts de votre domaine, c'est qui? En général, c'est ceux qui sont directement en concurrence avec vous. Mhm. Parce qu'en fait, notre milieu, il n'est pas extensif et on est quand Bien même sûr. dans un petit milieu et donc il est logique d'avoir son travail exposé à son compétiteur qui va du coup, dire qu'il faut faire un certain nombre d'expériences parce qu'ils ne croient pas exactement à cela ou Mhm. voilà. Et donc aide à améliorer nos connaissances. Donc nous n'avons pas peur en tant que scientifiques, et c'est pour ça que c'est curieux d'avoir peur à l'envers, d'être mis en contradiction sur ce que l'on avance. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que chez Pascal Praud, on lui a reproché que je n'ai pas de parole contradictoire en face. Mhm. Or, je l'ai bien entendu dire, nous avons essayé de faire venir des contradicteurs et ils ont refusé le débat. Ne souhaitez pas parler. Ils ont refusé de Mhm. débattre. Refuser de débattre, ça montre une pensée très étroite et ça montre que en fait ça fait penser aux pires heures de la censure. C'est pas très bon, c'est jamais bon signe, surtout pour une démocratie. Pour vous, ce sont des éléments de dérive totalitaire, le fait de vouloir bloquer la parole des chercheurs? Quand cela dure 3 ans et que c'est répété sur différents collègues, la réponse est oui, c'est une dérive d'autorité mal vécue, mal placée et qui montre qu'il y a un problème. Et donc, c'est tombe bien parce que ce livre parle de ce problème. Alors, et par rapport à ça, justement, il y a plusieurs mois, le média Project Veritas qui a réalisé une caméra cachée, je ne sais pas si vous avez vu, avec un des responsables de Pfizer qui a avoué dans cette caméra cachée que le laboratoire Pfizer et ses responsables réfléchissaient, il n'y avait pas eu de décision, mais ils réfléchissaient à faire évoluer le virus, c'est pour ça qu'on a besoin de votre avis de généticienne aujourd'hui, ils réfléchissaient à faire évoluer le virus pour avoir de nouveaux vaccins dans le futur. Lorsque vous entendez ça, nous en tant que citoyens, en tant que citoyens non scientifiques, lorsqu'on entend ça, c'est alarmant. Mais vous, en tant que généticienne, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je sais que cet entretien a provoqué un grand émoi
globalement, Bien sûr. mondialement d'ailleurs. Cependant, moi, je n'étais pas totalement à l'aise avec cet entretien parce que Mmh. d'abord, il était fait autour de verres Autour qui d'un m'avaient verre, l'air un dans un peu bar, ouais, alcoolisés, tout à voilà. fait. Que la personne ne m'avait pas l'air extrêmement stable émotionnellement, c'est le moins qu'on puisse dire. Mmh. Et donc je ne sais pas. Ce qu'on sait en D'accord. revanche, parce que pour le coup, il y a Vous eu un parlez du article responsable de Pfizer de Pfizer, qui ne celui semblait pas stable. voilà, Ouais, qui d'accord, semblait émotionnellement je comprends. peu stable. Mmh. En revanche, il y a eu un article qui montrait, autant que je me souvienne, de Boston University, qui montrait le fait ils avaient fait un autre virus avec un gain de fonction qui présentait une létalité très élevée. Il parlait de 80% de létalité. Et ça, pour le coup, c'est un article scientifique. Donc, effectivement, et après, Boston University s'est désolidarisé de ses chercheurs, alors que c'était ses propres chercheurs. Enfin, des histoires abracadabrantes Mmh. qui, pour le coup, sont là, on est sur du stable. Hein, c'était un- une publication. Voilà. Donc, ça, c'est des alertes qui doivent mettre la population mondiale en émoi parce que cela veut dire qu'effectivement, on est encore en train de trafiquer des bouts de séquences, qu'on dit virus, et on est en train de, voilà, de les rendre pas moins dangereux. Parce que quand on est à 80% de létalité, ça veut dire qu'on les rend plus dangereux. Voilà, et très dangereux. Voilà. Alors, l'idée, c'est pas de faire peur, l'idée, c'est plutôt de dire, on voit qu'on a ça qui semble du coup peut-être récurrent, hein, Mmh. puisqu'en tout cas, il semble qu'on l'ait eu avec SARS-CoV-2. Et donc, l'idée, c'est d'arrêter de se faire prendre dans une espèce d'enchaînement auquel on ne veut pas participer. Et je pense que ces injections ARN messager font partie des soi-disant réponses à ces dérives. Mmh. Et il est temps d'arrêter. Justement, alors, je voulais vous poser une question par rapport à la cause que vous suivez, puisque vous avez dit que vous aviez été très affecté par les critiques ces dernières années, mais que la cause en valait le coup. Quelle cause est-ce que vous l'aviez dit lors d'un entretien à Sud Radio, je pense. Quelle cause est-ce que vous suivez aujourd'hui? Non, j'étais affectée par le fait que des pères Mhm. refusent de parler. Tout à fait. C'est ça qui m'affecte. Parce qu'effectivement, D'accord. encore une fois, dans notre milieu Mhm. professionnel, nous avons l'habitude de ne pas être en accord et cela n'est pas un problème. Bien sûr, Au contraire, on s'expose, on combat des idées et on ne combat pas des personnes. Donc c'est ça qui m'a affectée. c'est la différence. Après, ce qui m'a affectée aussi, c'est la situation de mesures politiques qui n'étaient pas des mesures scientifiques, qui ont été imposées aux populations, avec tous les désordres épouvantables qui en découlent, notamment sur la jeunesse, hein, et sur la jeunesse de façon très large. Donc, et puis enfin, les victimes de ces vaccins ou de ce chantage au vaccin qui me touche. Donc il faut, Oui, j'ai fait voilà, la c'est différence, important c'est bien de, entendu. voilà, non, c'est important parce que Bien c'est, sûr, voilà, si je n'y ai pas mis d'affect ou d'ego parce que bien sûr. je fais partie de ces chercheurs qui sont heureux de penser que nul ne détient la vérité et Bien que sûr. donc nous devons en discuter des choses. Merci Alexandra Orion-Code d'être venue nous présenter ce livre, Les apprentis sorciers. Est-ce qu'on a fait le tour de ce livre? On laissera les lecteurs chercher ou vous souhaitez... Je pense On a qu'il le temps pour oui, je encore pense si que, vous... bah, non, la chose là, à mon avis, qui est quand même très, très importante, sur laquelle d'ailleurs, je suis très peu critiquée sur ce livre, c'est cette Mhm. modification génétique de l'espèce humaine au travers, hein, de ces injections d'ARN messager. Et je pense que ce livre permet à tout un chacun de comprendre Mhm. ce que j'entends quand je parle de modification génétique. Et le problème, c'est que c'est des modifications à avec des répercussions sur les générations à venir.
Je parle de l'importance de l'ARN et du passage de l'ARN de génération en génération, avec parfois des sauts de génération dès lors qu'on parle d'ARN, en fait. Mhm. Autant l'ADN, on le transmet directement à la génération du dessous, autant l'ARN, il peut y avoir un passage et pas forcément de rôle Mhm. de cet ARN dans la génération du dessous, mais avec des sauts de génération. Et donc, dès lors que nous savons cela, nous comprenons qu'avec ces injections d'ARN messager, quoi qu'on fasse, Mhm. nous ne saurons pas les conséquences à moyen et long terme. Et donc, il est urgent d'avoir ces discussions, d'avoir ces réflexions. Et Mhm. je crois que finalement, nul n'est aussi bien placé que soi-même pour savoir ce qu'il peut tolérer d'injecter ou de mettre dans son corps que soi-même. C'est une belle conclusion. Et j'aimerais conclure par une toute dernière question hors du champ scientifique. J'aime bien finir les entretiens par un petit point positif, un petit point sur une vision du monde plus positive pour demain. Selon vous, donc on sort de Alexandra, la généticienne, peut-être Alexandra Orienco, La la maman. citoyenne, la maman, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être intéressant comme petit pas pour demain, pour une société, pour aller vers une société plus apaisée? On sort là de 3 années de crise qui vous ont notamment beaucoup touché. Voilà. Quels éléments est-ce que vous imagineriez? Vous savez peut-être que j'ai eu ce grand honneur, cette grande chance de lancer des chaînes humaines Mhm. très tôt dans les premières manifestations. Ces chaînes humaines, c'était simplement de se prendre la main et dans des manifestations. Et c'était à une époque où les gens n'avaient plus du tout l'habitude de se toucher. Mhm. C'est-à-dire que moi, je vais même souvenir d'une dame qui venait me faire des tas de compliments. Et puis, je lui dis, bah, on va faire la chaîne humaine, bah, faisons-la ensemble. Et là, je la vois se liquéfier en se disant, mon Dieu, il va falloir que je prenne la main. Alors, elle me dit, c'est vraiment parce que c'est vous. Moi, je ne vois pas la différence entre moi ou quelqu'un d'autre, mais bon. Et donc, en Ah, fait, mais on les voit gens avaient bien une que vraie affection. l'humanité... Les Pardon. gens avaient une vraie affection pour Oui, vous, oui, c'est gentil. sur les Ouais, manifestations. parce que je pense qu'ils sentent ils sentent qu'il y a quelque chose de totalement désintéressé. Mm. J'ai pris des coups et des coups comme personne n'aimerait en prendre. Mhm. Et je les ai acceptés en faisant le dos rond, en disant c'est pour la collectivité. Enfin, pour moi, il y a Mm. vraiment une notion de dire voilà, de dire au moins j'aurais partagé ce que je connais de l'ARN et donc j'aurais partagé le fait qu'il Bien était sûr. folie d'injecter de l'ARN dans une population saine. Mm. Et donc voilà. Donc en fait, pour répondre à votre question, c'est cette humanité que Mhm. j'essaye de mettre en voilà, humblement à mon niveau, j'essaye de participer à remettre du lien entre nous tous, quel que soit ce qu'on pense, qu'on soit après avoir pris notre 7e dose, convaincu que c'est cela qu'il faut faire. Je regarde la personne avec la même regard d'affection que je porte sur l'humain. C'est une affection assez importante de ma part parce que en fait à chaque fois je suis admirative. En fait c'est le biais de la généticienne à nouveau qui ressort. Je suis admirative de ce que la génétique fait. Et Mm. donc dès que je vois un être humain, je me dis waouh, c'est dingue. et donc et donc c'est vrai, enfin, que ce soit sur le vivant. Donc il y a chez moi, c'est mon côté très enfant, de continuer à m'émerveiller à longueur de temps sur tout ce que nous sommes et sur le fait que bah, du coup nous avons le droit de nous parler avec respect, de considérer que nul ne détient la vérité et que du coup nous pouvons parler, reparler et éventuellement demander pardon si jamais certains m'ont blessé. Ils sont assez nombreux, donc ils se reconnaissent, parce que c'est beau le pardon aussi. Je trouve ça super joli, ça montre qu'on est grand. Et vous voyez ce que fait finalement le ministre de la Santé en Allemagne, hein.
Et ce qu'ont fait les Scandinaves en interdisant finalement cette vaccination des jeunes, ce que fait le gouvernement anglais. Bah, vous voyez, ils grandissent hein, d'une certaine façon, ils disent on a eu Mmh. tort, on a eu tort, les médias, on a eu tort. Donc il y a très vite des médias allemands ont fait un espèce de mea culpa. C'est important de reconnaître quand on a tort. Cela permet justement de construire une société qui me semble plus juste parce qu'on sait qu'on aura tort aussi demain. Donc, remettons finalement ce sens de l'humain, de savoir dire pardon, de savoir dire j'ai eu tort. C'est pas grave, nul n'est parfait, mais en revanche, arrêtons ces injections ARN messager et ce vaccinisme qui est cette dictature de la vaccination à tout craint. Les Apprentis Sorciers aux éditions Albin Michel par Alexandra Orion-Code. C'est toujours disponible, vous pouvez le trouver Merci. dans toutes les librairies. Merci Alexandra Merci. Orion-Code d'être venue. Merci. Merci. Et vous pouvez partager cet entretien sur tous vos réseaux, ça nous aide énormément et François appartient exclusivement à ses lecteurs. Vous pouvez nous faire des dons sur françois.fr/soutien. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir.